Eh bien, bonjour à tous, amis dégustateurs, et donc bienvenue pour les vins du week-end. Alors, du week-end, celui-là, puis un petit peu des vins de dimanche dernier. À commencer par ça, donc un domaine qu'on boit souvent à la maison, mais un cru que je n'ai pas tant que ça, que je ne bois pas si souvent. Donc, on parle ici du domaine Albermann, c'est un Riesling, et c'est le grand cru Fürstentum. Et c'est dans le millésime 2012. Alors, allez savoir pourquoi j'ai pris ce vin. Je ne me rappelle plus. J'avais dû le goûter ou je ne sais pas. C'est la dernière des 3 bouteilles que j'avais. Et si sur les premières, son côté, je dirais sucré presque, allez, limite demi-sec, je pense qu'on est au-delà des 20 grammes de sucre, m'avait un peu gêné. Sur ce 3e élément, bah, c'est quand même beaucoup mieux 10 ans après, il n'y a pas à dire. Le nez, bah alors le nez est très joli, très élégant. On est sur le fruit blanc, la Reine Claude. Ensuite, on a les belles notes agrumes classiques du Riesling, là un peu plus pomelos. On a un côté aussi floral, presque iris, qui donne un peu de profondeur, je dois dire. Et puis un fond pétrolé assez marqué pour le coup, hein, terpénique pétrole. Et un côté fumé, tourbé, voilà, qui dans l'ensemble montre une jolie complexité au nez. Ensuite, en bouche, on a une bouche large, ample à l'attaque, puis on a un petit côté perlant, c'est clair, hein, il y a un petit peu de gaz dans ce vin, qui du coup donne cette tension. Donc du coup, c'est frais, c'est tendu, c'est presque profond. Et avec le côté un peu sucré, bah, ça donne un vin acidulé, friand, où les sucres ont quand même été digérés, donc ils sont beaucoup moins gênants, ça reste beaucoup plus équilibré, avec une finale tonique, fraîche, toujours ce petit côté perlant. Mais, ah oui, après dans la persistance, on a quand même ce côté un peu souple, sucré, mais c'est très équilibré, voilà. Mais on sent que, bah oui, ce côté un peu gourmand, on l'a, sans être pour autant perçu comme un vin sucré. Donc, au final, je dois dire qu'avec le temps, ce côté un peu presque demi-sec, bah, c'est très largement équilibré. On a un joli Riesling tendu avec une belle complexité. Un joli vin. Alors évidemment, ceux qui aiment les Riesling secs, bon bah non, à éviter, je vous le confirme. Souvent, hein, je crois que le Riesling Fürstentum, moi j'ai pas bu beaucoup, j'en ai bu quelques-uns en 20 ans. Souvent, il y a quand même un peu de résiduel dans ce vin. Ensuite, on a ouvert ça. Alors, vous savez, quand on vieillit, la mémoire, c'est une catastrophe. Enfin, c'est une catastrophe. Ça n'aide pas. Voilà. Pourquoi? Parce que ce domaine de la rectorie, donc on est à Collioure, l'Argile, et c'est millésime 2022. Alors, la rectorie, l'Argile, est un cru que j'adore. Je le considère même comme un des plus beaux crus du Roussillon, en blanc. C'est un cru que j'aime beaucoup. Et donc, cet été, j'étais de passage à Perpignan, comme souvent. Enfin, j'ai été même plus que de passage à Perpignan cet été, mais bon, c'est une autre histoire. Et donc, je l'avais goûté. Et puis, j'avais été un peu déçu. Je ne savais pas trop que c'était le plus beau millésime. Et puis, je ne sais pas pourquoi, mon caviste régulier, le garde-vin, pour ne pas le citer, envoie son tarif, puis je vois qu'il y a du Argile 2022, je regarde dans ma cave, je me dis, je l'ai pas, j'ai plus que du 2021. Donc, j'en prends. Et donc là, je le rouvre, et puis de toute façon, au moment où je reçois la livraison, je me dis, mais je l'ai déjà goûté 2022, puis en plus, je l'ai fait goûter aux copains, on a tous été d'accord pour dire que c'était pas génial. Donc, je me dis, ah, pas malin. Et donc là, j'ai rouvert tout de suite en ouvrant. Bon, bah, je vous confirme, pas le plus grand millésime de la cuvée de l'Argile. Pourquoi? Bah, on a un nez un peu marqué, avec des notes, comment dire? Alors, c'est très expressif. Et on part tout de suite sur, bon, classique, le fruit blanc, mais la pomme presque un peu chaude. Ensuite, on a des notes presque un peu kirschées, ça envoie, ça fait chaud, ça fait, voilà, c'est très chaleureux. On a quand même les petites notes herbacées, garrigues habituelles, mais on va aussi avoir un petit côté un peu épicé, bon, qui est pas ce que je préfère, sur un fond plutôt cire d'abeille, là pour le coup très classique. Ensuite une bouche ample avec du volume, un peu alcooleuse, faut bien le dire, et à nouveau on est presque sur un côté presque un peu kirché, voilà, amande, massepain par moment, donc vraiment un petit côté presque sucré dans la bouche, une finale ample.
ronde, il y a du gras, mais à la fois la structure n'arrive pas tout à fait à tenir ça, il n'y a pas non plus une fraîcheur de fou. Bon, ça reste un très joli vin, parce qu'on a quand même les herbes séchées, le fenouil qu'on retrouve en bouche et sur la finale, qui quand même allège un tout petit peu. Mais, allez, un peu grassouille, voilà. Pas mon millésime préféré de cette cuvée l'Argile, que j'adore par ailleurs, que ce 2022. Ensuite, autre vin qui n'est pas courant à la maison. J'ai eu l'occasion, alors là je crois que c'est en Fave, en foire au vin, d'acheter ce Cros Hermitage Ferraton, la maison Ferraton, que j'aime bien moi. Voilà, j'ai régulièrement goûté leur vin, j'ai toujours trouvé ça assez bon. Et puis là, en foire au vin, pas très cher ce Cros Hermitage, La Matinière, millésime 2021. Et ma foi, ben, j'ai très bien fait de prendre ce vin. Parce qu'on a là une entrée de gamme de cru, j'entends. On se situe, je crois que je l'ai touché 10,80 €, un truc comme ça, avec les remises, les trucs, les machins, les foires au vin là. Et on a une très jolie Syrah expressive, plutôt élégante, avec son nez de cassis, ses jolies notes de poivre, la petite pointe de violette, sur un fond très léger mocha, mais vraiment très léger, hein, noyau mocha. Et on a aussi d'ailleurs un petit côté un peu ronce, sous-bois, voilà, du fait, je pense, de 2021, qui n'est pas le millésime le plus mûr, le plus chaud, mais qui va bien à ces vins du Rhône. Et donc, bref, un joli nez de Syrah comme on est en droit d'attendre, assez frais, belle bouche. Si c'est pas le millésime de plus grande maturité, on n'a en tout cas pas trop de soucis. Les tanins restent tout à fait ronds et de maturité suffisante en bouche. Évidemment, c'est frais. Du coup, c'est droit, c'est presque tendu. Jolie finale fraîche, tonique, qui reprend un peu d'expression d'ailleurs, avec une jolie finale. Bref, on a là un joli Cros Hermitage de Ferraton, mais ça m'étonne pas, c'est une jolie maison. Et d'ailleurs, du coup, d'ailleurs, je les ai pris en fave pour ça, parce qu'il se trouve qu'en primeur, j'ai eu aussi l'occasion de voir passer du Ferraton, et je crois que j'en ai pris en 2022, donc je les toucherai dans maintenant un an. Des vins, j'ai pris de l'Hermitage de chez Ferraton, qui, dans mon souvenir, est un très joli vin, que j'ai eu l'occasion de regoûter à une dégustation, que j'avais trouvé très joli, et à un prix pour 2022 tout à fait acceptable. Ensuite, ah oui, là aussi, rigolo cette affaire. Alors, toujours dans les foires au vin, je tombe, alors c'était chez Monop, je tombe là-dessus. Château de Nalis by Guigal, Châteauneuf-du-Pape, 2016. Là aussi, avec la carte, les trucs, machin, les cartes Monoprix, là, ça c'est... voilà. Du coup, j'ai une réduction, si j'en prends en plus, j'avais déjà 10%, plus, je sais pas combien, 30%, je crois, si j'en prends 3, un truc comme ça. Bon, bref. Du coup, ça allait mettre un prix abordable. Alors, on va pas dire que c'est voilà, donc à 36, 35 ou 36 €, ce qui, quand même, commence à taper pour un Châteauneuf-du-Pape. Enfin bon, c'est pas si... les prix d'aujourd'hui sont quand même assez élevés. Hein. C'est fini le temps des Châteauneuf-du-Pape à 20 €. On est plutôt sur les cuvées, de jolies cuvées d'entrée à 30 €. Là, on doit être à 35, 36. Mais ça donne quoi surtout? Eh ben, moi j'ai beaucoup aimé. Voilà. Alors, très joli nez, appétant, droit, sérieux, comme souvent dans les crus régionaux de Guigal. Hein, c'est pas foufou, c'est pas le nez expressif qui part dans tous les sens avec une aromatique de dingue. Non, c'est droit, c'est sérieux, mais c'est très élégant. On est sur les grands classiques de l'appellation. Le cassis, et puis d'entrée de jeu plutôt cassis prune, puis ensuite un peu coulis de fruits rouges qu'on va retrouver. Ensuite, les jolies notes de garrigue, d'herbes séchées, qui évoluent d'ailleurs à l'aération vers le tabac presque fumé sur le fond. Une petite pointe d'épices réglissées très agréable, et donc ce fond plutôt, on va dire, cacao, et ce côté tabac fumé qui va arriver avec à bout de 12 heures, un peu plus marqué. Bref, c'est très joli, belle bouche, fraîche. Donc on est en 2016, hein, donc oui, en 2016 à Châteauneuf, je pense que on a gardé de la fraîcheur, de jolis tanins soyeux,
Donc, une bouche qui attaque en rondeur, puis on a cette jolie fraîcheur. On a de la profondeur ici aussi, avec ce côté frais, et puis un petit côté profond, toujours sur les arômes du nez, une finale fraîche, jolie, tonique, qui reprend d'ailleurs un peu de puissance. On est à Châteauneuf, hein, tout d'un coup sur la finale, on sent que ça envoie un petit peu plus, hein, presque on a un petit côté un petit peu alcooleux, oui. Alors du coup, j'avais été vérifié, on est quand même à 14,5, donc bon, on les sent un peu passer en finale, mais tout ça reste élégant et surtout droit, précis. Voilà, c'est tout ce que j'aime souvent dans les vins de Guigal. Et ben, on le retrouve ici dans ce Châteauneuf du Pape. Nalis étant un domaine que Guigal a racheté, alors je ne sais plus quand, mais a priori 2016, je pense, doit être leur premier millésime. Ensuite, alors on attaque les 2020. Ah, je vous avais dit, hein, j'ai rapporté les 2020. Donc avec un premier, l'occasion, bon, Château Larosé, Saint-Émilion Grand Cru 2020. Alors, c'est assez drôle parce que c'est un château, j'avais bu d'anciens millésimes que je n'avais pas tellement aimé, 98 entre autres. Et puis en lisant les rapports au moment des primeurs 2020, je lis à plusieurs reprises que la Rosée a plutôt réussi son 2020, qu'il y a un changement de style, etc. Donc, du coup, je me suis lancé, j'ai pris en primeur ce La Rosée 2020. Alors, qu'est-ce qu'il en est? Bon, ben, je vais vous dire, je suis pas, autant j'étais emballé par Bon Pasteur, autant sur ce La Rosée, voilà, je suis un petit peu plus, comment dire, circonspect, voilà. On a un nez assez brut, assez classique, mais classique à l'ancienne et puis un peu anti-Parker, c'est-à-dire que c'est très cassis avec des notes végétales assez marquées. On est sur la feuille de cassis ou la feuille de tomate, le bourgeon de cassis. Enfin voilà, on a des notes végétales assez marquées. Puis ensuite, une petite pointe graphite, pas encre, vraiment graphite pour le coup, qui apporte de la profondeur. Sur un fond léger cacao, parce qu'on a un peu d'amertume. Voilà, pas de boisé ressenti, en tout cas pas moi, non. Au contraire, presque comme si, presque il n'avait pas vu de fût neuf, quoi. Ce qui pour un Bordeaux serait quand même assez... Mais on a ce côté un peu brut, un peu naturel, très sérieux. Voilà. Alors, on va retrouver ça en bouche, une bouche charpentée, droite. Par contre, on n'a pas les excès de 2020 non plus, hein, donc ça c'est pas mal. C'est-à-dire que c'est pas archi puissant, alcooleux, avec une acidité de dingue comme on peut retrouver parfois dans les 2020 dans certaines régions, hein, millésime qui était assez extrême pour tout. Là non, c'est équilibré, c'est droit, c'est précis, c'est sérieux. Finale fraîche, sérieuse, pleine. Voilà, il y a ce qu'il faut. Les tanins sont entre ronds et soyeux, c'est plutôt très joli. Mais bah, ça manque quand même un petit, alors soit un petit côté canaille, un peu boisé comme on peut avoir dans ces alors j'allais dire entrée de gamme, en tout cas dans ces crus moins prestigieux que d'autres, hein, sur certaines appellations en tout cas. Un petit côté canaille, un petit côté foufou, voilà, et un petit côté gourmand friand moi je trouve qu'il manque un peu. Après ça reste un joli vin, très classique dans son approche. Voilà pour ce La Rosée 2020. Ensuite, alors là par contre c'est un grand classique de la maison, donc je ne vais pas en faire des caisses. Ouvert pour Sylvia, évidemment qu'adore, sur le pot-au-feu. Ah oui, le Saint-Émilion, je l'ai ouvert sur le pot-au-feu, parce que j'avais lu dans L'accord parfait de Philippe Bourguignon, qui proposait du Saint-Émilion. Alors, en plus, ça tombait bien, comme il n'était pas boisé, je me suis dit, ça va le faire. Bon, très honnêtement... c'est pas si c'est pas un mésaccord, c'est pas non plus l'accord rêvé. Par contre, ça marche très très bien sur le Bourguignon, le Bourguignon sur le pot-au-feu. Le Marsanais Auchan Salomon 2017, domaine Barthes. Bon, bah là on est sur un grand classique de joli pinot, arrivé à maturité à mon avis. Joliné, alors d'ailleurs joliné dans les 12 premières heures, enfin les 24 premières heures, hein. Au bout d'un moment ça s'essouffle un peu quand même. Typique, framboise, groseille, les jolies notes de ronce sous-bois du pinot, une petite pointe épicerie glisse, un fond léger mocha et puis un peu grillé, fumé, qui va d'ailleurs au bout de 24 heures un peu disparaître, donc je dirais très légère réduction, mais j'en parlerai à Pierre parce que d'un coup je suis en train de me demander plein de choses. J'ai l'occasion d'aller le voir là dans un bois. Donc
Je voudrais discuter de ça avec lui pour essayer de comprendre un peu mieux c'est ce que c'est le boisier que je ressens. Est-ce que c'est d'une très légère réduction? Moi qui suis sensible à la réduction. Mais qui là va très bien, moi j'ai adoré. Hein, voilà, ça apporte une petite complexité supplémentaire qui est très, très jolie. Et puis, jolie bouche de 2017. Donc pas énormément de fond, mais par contre, joli tanin soyeux. C'est très frais, c'est tonique. C'est assez délicat, aérien. Enfin, délicat, aérien. Voilà, il n'y a pas énormément de fond. Finale fraîche, tonique, avec une jolie persistance. Bref, un joli marsanais de pierre. Et puis pour finir, et ce soir, je voulais pas en parler au départ, et puis je me suis dit, bah non, c'est pas possible de pas en parler, parce que j'en ai déjà parlé tellement de fois, mais bon, un très beau Riesling Dry Exa 2021 de Michel. Bon, bah, j'en parle parce que qu'est-ce que c'est bon, quoi. Voilà, Sylvia, Sylvia, elle l'a reconnu tout de suite, elle a beaucoup aimé. Et puis pour les amateurs de Riesling droit et tendu, ce 2021, franchement, prenez-le parce qu'il est droit, tendu. Voilà, il est cristallin, il est en bouche, mais pour autant, il est quand même assez mûr. C'est pas de l'acidité de non-maturité, voilà, c'est de l'acidité du millésime qui et du coup, d'ailleurs, ça apporte beaucoup d'allonge sur la finale. C'est quand même un super vin, voilà, vous ne pouvez pas ne pas en parler, puisqu'on a bu ça ce week-end. Voilà, et je vous souhaite à tous une excellente semaine, et je vous dis à la semaine prochaine, salut.